L'alarme de la Dame de Fer. L'histoire de la fureur d'une commandante de corps d'armée. Une femme agressée par un commandant de bataillon arrogant qui la prend pour une folle, lui saisissant les cheveux, pour ensuite, lorsque sa véritable identité est révélée, le faire payer le prix fort pour son crime. La journée de travail de la générale de corps d'armée Hélène Viellier, première femme à ce poste dans l'histoire de l'armée de terre française, commence alors que le froid mordant des Alpes s'infiltre dans chaque recoin du quartier général du 3 corps d'armée. La Dame de Fer, comme l'appelle non seulement l'armée, mais aussi les médias. Son commandement sans faille, sa capacité de jugement glacial et sa vision perçante, capable de traverser tous les fronts, sont les forces qui l'ont propulsé au sommet d'une organisation traditionnellement dominée par les hommes. Ces 4 étoiles scintillantes sur ses épaulettes représentent le poids du chemin qu'elle a parcouru et sont le symbole d'une nouvelle page de l'histoire de l'armée française. Pourtant, cette Dame de Fer a aussi un unique talon d'Achille, jamais rouillé, son fils unique, Antoine Morin. Aujourd'hui, Antoine est un soldat aguerri, effectuant son service dans un bataillon de la célèbre 27e brigade d'infanterie de montagne stationnée sur le territoire opérationnel du corps d'armée. Le simple fait que son fils se trouve dans sa propre zone d'opération suffit à alourdir un coin de son cœur. Elle craint constamment qu'il ne reçoive un traitement de faveur ou, au contraire, qu'il ne subisse des désavantages injustifiés. Pour cette raison, elle n'a jamais rendu visite à l'unité de son fils, et même quand Antoine rentre en permission, elle évite délibérément les conversations sur l'armée. Elle souhaite seulement que son fils, comme des dizaines de milliers d'autres enfants du pays, accomplisse tranquillement son devoir. Ce jour-là, comme tous les autres, elle examinait des piles de rapports et de documents officiels. Son aide de camp apporta avec précaution un petit colis envoyé par Antoine, le colis périodique habituel. À l'intérieur, il ne devait y avoir que quelques tenues de combat et du linge à laver, ainsi qu'une courte lettre avec les mots « Je t'aime, maman ». Comme d'habitude, elle posa le colis sur un coin de son bureau. Son petit plaisir était, après le travail, de retourner à son logement de fonction, de redevenir une mère et de trier elle-même les vêtements encore imprégnés de la chaleur de son fils. La nuit était avancée, le quartier général du corps d'armée était plongé dans le silence. De retour à son logement de fonction, la générale Viellier traîna son corps fatigué jusqu'au colis de son fils. Alors qu'elle transférait les treillis et le linge trempé de sueur dans le panier à linge, sa main heurta un objet dur. C'était un vieux carnet usé, pas plus grand que la paume de sa main, un objet bien trop étranger pour appartenir à son fils. La couverture ne portait aucune inscription. Par curiosité, elle ouvrit la première page et son regard commença à vaciller. Ce n'était pas celui d'Antoine. L'écriture, tordue mais empreinte d'un profond désespoir, portait le nom de Tristan Leblanc. Le carnet était le journal d'un soldat nommé Tristan Leblanc. Elle ne savait pas comment il avait atterri dans le colis de son fils. Peut-être qu'Antoine gardait simplement les affaires d'un ami, mais ce qui était écrit dans ce journal ne lui permettait pas de telles spéculations sereines. De la première à la dernière page, les lignes serrées ressemblaient à un compte-rendu de l'enfer. Aujourd'hui, le commandant Dupont m'a encore convoqué. La raison. Mon lit n'était pas fait au carré. Il m'a donné un coup de pied avec ses ranchers devant tout le monde. J'ai eu l'impression que mes côtes se brisaient, mais je n'ai même pas osé crier de douleur. Il a même ricané, déjà en train de geindre pour ça. Quel déchet. Le sergent Hugo a été battu jusqu'à l'évanouissement dans le magasin. Les cadres ont dit qu'il simulait la maladie, ils ne l'ont pas laissé descendre à l'infirmerie. Les gémissements d'Hugo toute la nuit dernière hantent encore mes oreilles. Ce n'est pas l'armée, c'est une prison. Le commandant Dupont est le roi de ce bataillon. Un seul de ses mots décide de tout. Les rations sont détournées, le carburant disparaît sans laisser de traces. Tout ce qui devrait revenir aux soldats finit dans ses poches.
Quiconque ose protester est classé comme élément à surveiller et goûte à l'enfer. Tout le monde le sait, mais personne n'ose parler. Les mains de la générale Vieillé tremblaient. Le commandant Dupont mentionné dans le journal était sans aucun doute François Dupont, le commandant du bataillon du col du Tonnerre, appartenant au 13e régiment de chasseurs alpins de la 27e brigade, l'unité même d'Antoine. Le journal n'était pas seulement une preuve de violence et de mauvais traitements. Il dénonçait un système de corruption et de dissimulation organisée et décrivait de manière vivante le processus de destruction d'une âme humaine. Arrivée à la dernière page, elle retint son souffle. Dans quelques jours, il y aura une marche de nuit. Le commandant Dupont m'a à l'œil. J'ai très peur. J'ai le sentiment que cette fois, je vais vraiment y rester. Si je ne reviens pas, s'il vous plaît, que ce carnet révèle la vérité. Le magasin numéro 2, sous la pile de vieux dossiers. Là, les mots s'arrêtaient brusquement. Les mains tremblantes, Vieillé accéda au réseau interne de l'armée, recherchant les informations sur le sergent Tristan Leblanc. Le résultat s'afficha, froid et bref. Décédé suite à une chute accidentelle lors d'une marche de nuit il y a un mois, une affaire classée comme un accident. Mais le journal criait, comme un testament, que ce n'était pas un accident, mais un meurtre prémédité. Oh mon fils! Un seul nom traversa son esprit. Son Antoine était en plein cœur de cet enfer. Savait-il ce qui se passait? Où serait-il la prochaine victime? Une peur glaciale l'envahit. En tant que commandante de corps d'armée, elle pouvait faire sauter le bataillon du col du Tonnerre immédiatement. Ordonner une inspection spéciale, révoquer François Dupont n'était pas difficile, mais si elle le faisait, l'identité d'Antoine serait certainement révélée. Le fils de la générale qui a pleuré chez sa mère pour dénoncer son unité transformerait le reste de son service militaire en un autre enfer. Pire encore, dans un effort organisé de dissimulation et d'opposition, la vérité pourrait être enterrée et seul son fils serait en danger. Elle faisait face à un choix cruel. Entre la lourde responsabilité d'une générale et l'instinct désespéré d'une mère voulant protéger son enfant, elle se tourmenta toute la nuit. À l'aube, ses yeux étaient injectés de sang, mais brillaient d'une volonté plus dure que l'acier. Elle décida qu'elle n'agirait pas en tant que commandante de corps d'armée, mais en tant que soldat et en tant que mère, pour ouvrir elle-même la porte de cet enfer. Poser temporairement ses 4 étoiles, descendre au plus bas pour affronter la vérité. Le lendemain matin, la générale Vieillé convoqua discrètement le colonel Philippe Laurent, chef du bureau d'inspection du corps d'armée, dans son bureau. Son ordre fut bref et inattendu. Préparer une inspection inopinée au bataillon du col du Tonnerre cette semaine. Niveau de confidentialité, secrète défense, motif de l'inspection, vérification de la gestion du matériel et des vivres. Et je vous accompagnerai en tant qu'experte civile de niveau 5, détachée du ministère des Armées. Les yeux du colonel Laurent s'écarquillèrent, mais il ne posa aucune question. Le regard de la dame de fer était la réponse à toutes les interrogations. Ainsi, la première femme générale de corps d'armée de l'armée de terre française commença à préparer une infiltration périlleuse dans le royaume pourri où servait son propre fils, dissimulant complètement son grade et son identité. Le calme avant la tempête enveloppa les profondes vallées des Alpes. Opération dépoussiérage, c'était le nom de code que la générale Vieillé avait elle-même donné à cette inspection. Comme pour enlever la épaisse couche de poussière accumulée dans chaque recoin, elle était déterminée à exposer sans rien laisser de côté les injustices et la pourriture qui gangrenaient le bataillon du col du Tonnerre. Cependant, le succès de l'opération dépendait entièrement de sa couverture. Il suffisait que son identité de commandant de corps d'armée soit révélée, ne serait-ce qu'un instant, pour que tout s'effondre, et même la sécurité de son fils ne pourrait plus être garantie. Quelques jours plus tard, le jour de l'inspection, la générale Vieillé se leva à l'aube.
Elle ne portait pas son uniforme, mais une tenue civile simple, pantalon noir, chemisier blanc et une paire de chaussures plates pour se déplacer facilement. Le visage sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon strict et une paire de lunettes à grosse monture, elle ressemblait à n'importe quel fonctionnaire d'âge moyen, fatigué par le travail de bureau. Devant le miroir, elle vit son reflet à la fois étrange et curieusement libéré. Lorsque le poids des étoiles de général qui pesaient sur ses épaules depuis des décennies disparut, il ne restait plus que le désir de découvrir la vérité et l'amour maternel pour son fils. L'équipe d'inspection fut réduite au minimum. Le colonel Philippe Laurent, en qui elle avait une confiance absolue, le commandant Luc Béranger, un expert chevronné de l'intendance, et 2 adjudants techniques, même à eux, elle ne révéla pas son objectif véritable. Elle expliqua seulement qu'il s'agissait d'une vérification de matériel spécial sur ordre supérieur et que sa présence était requise par le ministère des Armées. Le commandant Luc Béranger se montra particulièrement curieux, posant sans cesse des questions sur le but et le contexte de l'inspection. Mais le colonel Laurent esquiva habilement. Un véhicule de tourisme banalisé quitta le quartier général du corps d'armée, serpentant sur les routes de montagne des Alpes en direction de l'unité. Le paysage de montagnes majestueuses et de ruisseaux cristallins qui défilaient par la fenêtre semblait d'une paix irréelle. Le fait que l'enfer où son fils se débattait, se cachait au milieu de cette nature magnifique, lui serrait la poitrine. « Mon général, non, madame l'experte, tout va bien ?» Assis au volant, le colonel Laurent jeta un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. « Ne vous inquiétez pas, colonel Laurent. À partir de maintenant, je ne suis plus la commandante du corps d'armée. Je suis l'experte Hélène Vielier de la direction de l'intendance du ministère des Armées. Au contraire, c'est vous qui devez être prudent. Le commandant de bataillon est un commandant. Il devra obéir au doigt et à l'œil à un colonel comme vous. Gardez vos distances, créez les conditions pour que je puisse observer la situation naturellement. Compris, je m'en souviendrai. La voiture passa enfin le poste de garde portant l'inscription 27e brigade d'infanterie de montagne et s'approcha de l'entrée du bataillon du col du Tonnerre. L'attitude du soldat de garde montrait déjà une anomalie. Il salua nonchalamment, sans même vérifier les papiers en détail avant de laisser passer le véhicule. C'était comme un aperçu du laxisme et de la discipline relâchée qui régnait dans l'unité. Lorsque la voiture s'arrêta devant le bâtiment de commandement du bataillon, un adjudant-chef au visage revêche vint les accueillir. Quand le colonel Laurent présenta son identité et le but de l'équipe d'inspection, cet adjudant ne cacha pas son mécontentement. Des camarades du bureau d'inspection du corps d'armée, pourquoi ne pas avoir prévenu? En arrivant à l'improviste comme ça, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Mon adjudant, vous comprenez sûrement le sens des mots « inspection inopinée », n'est-ce pas? Où est le commandant de bataillon? Face au ton ferme du colonel Laurent, l'adjudant fit la moue et les conduisit à l'intérieur du bâtiment. Dans le couloir, les soldats qu'il croisait avaient tous l'air abattus, sans vie, comme des peintures ayant perdu leur couleur. L'idée que l'un d'eux puisse être son fils serra le cœur de la générale Vielier. La porte du bureau du commandant de bataillon s'ouvrit. Le commandant François Dupont était assis, les jambes croisées sur son fauteuil, et se contenta d'un léger hochement de tête pour les saluer. Visage bouffi, yeux brillants de cupidité et ton plein d'arrogance. Il ressemblait trait pour trait au démon décrit dans le journal du sergent Tristan Leblanc. J'entends dire que vous venez du corps d'armée. En pleine période d'entraînement intensif, qu'est-ce qu'un colonel peut bien avoir à faire par ici? Même envers un colonel comme Philippe Laurent, il ne montrait aucun respect. Le regard de Dupont se tourna rapidement vers Vielier, qui se tenait derrière le colonel Laurent.
Il la toisa de la tête aux pieds avec un mélange de mépris et de curiosité. « Et qui est cette dame ? Vous ne savez pas que les installations militaires sont interdites aux civils ? C'est l'experte Hélène Vielier de la direction de l'intendance du ministère des Armées. Elle nous accompagne pour superviser cette inspection de matériel. » En entendant l'explication du colonel Laurent, Dupont éclata de rire. Le ministère des Armées, les grands chefs là, où s'intéressent à ce trou perdu, et en plus ils envoient une fonctionnaire. Quelle histoire! Il se leva et s'approcha de Vielier, une forte odeur d'alcool et de sueur émanant de lui. Experte, hein? Nous, les troufions, on se vautre dans la boue tous les jours. Vous, les bureaucrates, vous ne faites que tourner vos stylos. Qu'est-ce que vous connaissez au terrain? Surtout une femme, c'étaient des paroles profondément insultantes, mais Vielier ne changea pas d'expression. Ce n'était pas le moment de se mettre en colère. Elle devait jouer à fond son rôle d'experte de niveau 5, en position de faiblesse. Je pense qu'il faut comprendre la réalité du terrain pour élaborer des politiques justes. J'espère que vous m'apprendrez beaucoup, mon commandant. Sa réponse calme sembla piquer davantage la curiosité de Dupont. Il esquissa un sourire narquois. D'accord. Si vous voulez apprendre, François Dupont va personnellement vous guider et vous montrer à quel point la gestion du matériel est excellente dans mon bataillon du col du Tonnerre. Vous voulez vérifier les dossiers d'abord ou voir le terrain directement? Ces paroles étaient pleines de provocation, exsudant la confiance que tout avait été parfaitement maquillé. Vielier perça à jour son intention et dit à voix basse: « Je voudrais voir les magasins d'abord, en particulier l'endroit où sont stockés les effets et équipements des soldats. » En entendant le mot magasin, les sourcils de François Dupont tressaillirent légèrement. C'était l'endroit que le sergent Tristan Leblanc avait mentionné en dernier. Vielier ne manqua pas cette petite réaction. Tous les secrets devaient certainement y être cachés. Très bien, suivez-moi. François Dupont quitta son bureau, suivi de près par Vielier, le colonel Laurent et le commandant Béranger. L'infiltration périlleuse au cœur du royaume de mensonges pour révéler la vérité cachée avait officiellement commencé. Dans un coin du terrain de sport de l'unité, des soldats qui venaient de terminer leur entraînement se mettaient en rang pour se déplacer. Vielier chercha instinctivement le visage de son fils dans cette colonne. Le chemin que François Dupont leur fit prendre menait au vieux magasin de logistique, situé derrière le bâtiment de commandement. Des bâtiments en tôle, à la peinture écaillée et rongée par la rouille, dégageant une atmosphère lugubre. Dupont s'arrêta devant le magasin numéro 1, le plus grand et apparemment le mieux géré. Voici le magasin principal du bataillon. Comme vous pouvez le voir, de l'organisation à la gestion des stocks, tout est parfaitement maintenu, sans la moindre faille. Je vous en prie, servez-vous. Avec ces paroles pleines d'assurance, la porte du magasin s'ouvrit. À l'intérieur, comme il l'avait dit, les caisses étaient rangées au cordeau. Et le sol brillait de propreté. Mais l'œil de Vielier et de l'équipe d'inspection n'était pas facile à tromper. Une perfection trop arrangée. La position des caisses semblait indiquer qu'elles venaient d'être déplacées. Le sol portait des traces de nettoyage récent. Tout indiquait une mise en scène montée à la hâte pour faire face à l'inspection. Le commandant Béranger commença à vérifier les registres et posa quelques questions auxquelles Dupont répondit sans hésiter. Le colonel Laurent se recula délibérément, laissant à Vielier l'espace pour se déplacer librement. Elle fit semblant d'observer tous les recoins du magasin, mais en réalité, elle était attentive à l'attitude des soldats. Quelques soldats, réquisitionnés pour ranger le magasin, jetaient des regards furtifs à l'équipe d'inspection, tout en obéissant aux ordres de Dupont. Mais dans leurs yeux se lisait une peur profonde et une résignation. C'est alors qu'un soldat attira son attention. Un jeune soldat de 2e classe, chancelant sous le poids d'une lourde caisse d'équipement. Une échymose sur son poignet glaça le cœur de Vielier. François Dupont ne manqua pas la scène. Il s'approcha et l'insulta.
Espèce de chien, même pas capable de porter une caisse. Où est ta discipline? Fais ton boulot correctement. Le soldat, terrifié, s'inclina précipitamment. Les autres soldats détournèrent délibérément le regard, se concentrant sur leur travail comme si cette violence était devenue une chose trop familière, trop normale. Vielier serra les poings. Elle voulait se jeter sur Dupont, l'attraper par le col et hurler, mais elle se maîtrisa. Ce n'était pas encore le moment, il fallait une preuve plus solide. Le secret du magasin numéro 2 mentionné par le sergent Tristan Leblanc. Vous avez beaucoup de travail, mon commandant. Le Vielier, gardant un visage impassible, s'approcha et engagea la conversation. Je peux jeter un œil aux autres magasins? À quoi servent ces vieux bâtiments-là? Bah. Son doigt pointait vers le magasin numéro 2 qui semblait abandonné, un peu à l'écart du premier. Instantanément, le sourire sur le visage de François Dupont disparut, son regard devint aussi acéré qu'un rasoir. C'est un dépôt de matériel dangereux et obsolète, l'accès est interdit. Il n'y a rien à voir. Les dossiers nécessaires ont tous été transférés, il sera bientôt démoli. Vraiment? Mais selon le règlement, même un dépôt de matériel obsolète doit faire l'objet d'un inventaire, n'est-ce pas? Le commandant Béranger intervint, invoquant les règles pour la soutenir. Le visage de Dupont devint féroce, il n'avait plus l'intention de jouer le guide amical. J'ai dit non, c'est non. C'est ma zone de responsabilité. Une civile qui ne connaît rien à l'armée et un commandant subalterne. De quel droit donnez-vous des ordres ici? Son attitude arrogante força le colonel Philippe Laurent à intervenir. Commandant Dupont, vos propos sont un peu déplacés. Nous sommes ici sur ordre du commandant du corps d'armée. Le commandant du corps d'armée, est-ce qu'il est là? Tant que je n'ai pas un ordre direct de sa part, j'ai le devoir de protéger mon unité. L'arrogance de François Dupont atteignait des sommets. Il sentait que cette inspection le visait et tentait par tous les moyens de se sortir de la crise. Pendant que la dispute se déroulait, dans un coin du terrain, des soldats en pause après l'entraînement les regardaient. Et dans cette foule, se trouvait le soldat de première classe Antoine Morin, celui que Vielier cherchait sans cesse. Antoine suivait l'agitation de loin, avec un regard inquiet. La rumeur de l'inspection du corps d'armée s'était répandue dans toute l'unité. Et puis il reconnut une silhouette féminine familière, se tenant à côté du commandant de bataillon, face à l'équipe d'inspection. Malgré les lunettes et les vêtements simples, c'était sa mère sans aucun doute. « Maman, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Et dans cette tenue, l'esprit d'Antoine était en plein chaos. À cet instant, la situation explosa. Alors que Vielier tentait de passer devant François Dupont pour se diriger vers le magasin numéro 2, il perdit toute raison et rugit. « Cette salope est vraiment sourde !» Il cria et bloqua le passage de Vielier. Le colonel Laurent et le commandant Béranger tentèrent de s'interposer, mais furent violemment repoussés. « L'équipe d'inspection, c'est ça? Vous vous croyez où? Au marché ?» Sa colère se déchaîna sur la personne qu'il jugeait la plus faible. Vielier. Il la pointa du doigt, déversant un flot d'injures. « Je ne sais pas si t'es une pétasse de troufion sortie de nulle part ou une fonctionnaire de merde, mais ce n'est pas un endroit pour qu'une bonne femme comme toi vienne faire sa loi. Qu'est-ce qu'une femme peut bien connaître à l'armée pour la ramener ?» C'étaient des mots inacceptables. Mais il ne s'arrêta pas là. François Dupont, comme une bête enragée, leva la main et saisit brutalement les cheveux de Vielier devant tout le monde. Un cri bref retentit. Le corps de Vielier chancela, son élastique à cheveux fut arraché, ses cheveux se défirent, ses lunettes volèrent et se brisèrent sur le sol. « Dégage, hors de ma vue, sinon ne viens pas te plaindre si je deviens méchant. Dégage !» François Dupont, tout en lui tirant les cheveux, rugit, s'apprêtant à la jeter à terre. Le colonel Philippe Laurent, horrifié, se précipita et lui saisit fermement le bras. « Espèce de fou,
tu sais ce que tu es en train de faire ?» Le commandant Béranger et les autres inspecteurs se hâtèrent également. Tout s'était passé en un éclair, et cette scène terrifiante, à quelques dizaines de mètres de distance, le soldat de première classe Antoine Morin l'avait vue. Sa mère, la première femme générale de corps d'armée de France, était humiliée, les cheveux tirés par un commandant de bataillon, et le sang dans ses veines se mit à bouillir. Son corps semblait sur le point d'exploser de rage. Il voulait se précipiter et tuer François Dupont, mais il ne pouvait pas bouger. Il savait instinctivement que s'y intervenaient, tous les plans de sa mère, et peut-être même sa carrière, s'effondreraient. Il se mordit la lèvre jusqu'au sang, des larmes chaudes coulant sur ses joues. La seule chose qu'il pouvait faire était de serrer les poings, impuissant, et de regarder cette scène d'enfer. Étendue sur le sol poussiéreux, Hélène Vieillier peinait à reprendre son souffle, la douleur cuisante sur son cuir chevelu et le sentiment d'humiliation envahissaient son corps. Mais ses yeux ne pleuraient pas. À travers les verres brisés de ses lunettes sur le sol, elle repoussa la main du colonel Laurent, qui tentait de l'aider à se relever et se redressa seule. Et les joues sales de poussière, les cheveux en désordre, une apparence pitoyable. Mais son regard avait complètement changé. Ce n'était plus le regard d'une experte de niveau 5 en couverture. C'était le regard de la Dame de Fer, celle qui avait commandé des dizaines de milliers de soldats, un regard qui transperçait le cœur de l'ennemi. Un regard contenant une fureur ardente, froide et une détermination d'acier qui mettrait fin à tout. Le regard de la générale de corps d'armée de l'armée de terre française, Hélène Vieillier. Elle regarda droit dans les yeux de François Dupont, un sourire glacial et fugace sur ses lèvres. « Alors, c'est fini, n'est-ce pas, commandant François Dupont ?» François Dupont, face à ce sourire mystérieux et à ce regard terrifiant, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne réalisait pas encore ce qu'il venait de faire. Il ne savait pas qu'il venait de toucher non pas une femme faible, mais l'écaille inversée d'un tigre endormi. Le prélude annonçant la fin de la fausse tranquillité du bataillon du col du Tonnerre venait de retentir. Un silence étouffant s'installa, le temps sembla s'arrêter. Le commandant François Dupont tenait encore une mèche de cheveux de Hélène Vieillier dans sa main, ses yeux de brute n'ayant même pas encore enregistré l'énormité de son acte. Dans cet espace, où tous les sons semblaient avoir été absorbés, seul le mouvement de Vieillier, se relevant lentement du sol poussiéreux, dominait la scène. Son visage était souillé, ses cheveux en bataille, la manche de son chemisier déchirée. Son apparence était pitoyable, mais ses yeux brûlaient comme une forge, dont le centre était aussi froid que la glace. « Alors, c'est fini, n'est-ce pas, commandant François Dupont ?» Sa voix, douce mais résonnant sur toute la place, fit naître chez Dupont une peur sans nom. L'aura qui émanait de cette femme qu'il pensait faible était plus imposante que celle de n'importe quel général qu'il ait jamais rencontré. « Que quoi? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de folle ?» Au moment où il s'apprêtait à lever la main de nouveau, un cri tonitruant retentit. « Salaud, tu sais à qui tu viens de t'en prendre ?» C'était le colonel Philippe Laurent, qui avait tout vu. Son visage était rouge de colère, ses yeux lançaient des éclairs. Il tordit le bras de Dupont et hurla. « Malheureux, tu sais où tu es pour oser manquer de respect au commandant du corps d'armée. » Commandant du corps d'armée, le cerveau de François Dupont refusa de comprendre ces mots. Il éclata d'un rire dément. « Hein, quoi ? Le commandant du corps d'armée, colonel Laurent, vous êtes fou, le commandant du 3 corps d'armée de terre, une femme, je n'ai jamais entendu une chose aussi ridicule. » Son hurlement arrogant et ignorant résonna dans le vide. À cet instant, Vieillier s'approcha lentement de lui. Elle épousseta nonchalamment son épaule. Ce simple geste suffit à glacer l'atmosphère. Sa voix n'était plus celle, timide, d'une experte. C'était la voix froide et autoritaire d'une chef qui commande des dizaines de milliers de soldats. Oui,
c'est grâce à ton ignorance que j'ai pu venir ici en personne. Je devrais peut-être te remercier pour ça. Elle le regarda droit dans les yeux, chaque mot comme un poignard. Je suis la générale de corps d'armée de l'armée de terre française, commandante du 3 corps d'armée, Hélène Viellier. Les pupilles de François Dupont se contractèrent comme sous l'effet d'un séisme. La Dame de Fer, Hélène Viellier, une figure de légende dont le simple nom suffisait à faire trembler les généraux sur le front. Cette personne qu'il n'aurait jamais osé imaginer était cette femme à l'apparence banale dont il venait de tirer les cheveux pour la jeter à terre. Son esprit commença à accepter cette terrible réalité. Son visage devint livide, sans une goutte de sang. Ses jambes flageolèrent, prêtes à céder. Viellier détourna son regard de lui et ordonna au colonel Laurin. « Colonel Laurin, à vos ordres, mon général. » En vertu de l'article 433 à 5 du Code pénal, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et de l'article 413 à 3 du Code de justice militaire, insubordination envers un supérieur, procédez à l'arrestation immédiate de cet individu. Conduisez-le au prévôt du corps d'armée. Suspendez-le de ses fonctions de commandant de bataillon. À vos ordres, le colonel Laurent sortit sa radio et hurla. Équipe Alpha, à intervention immédiate, cible, commandant François Dupont, arrestation sur le champ, usage de la force autorisée en cas de résistance. À peine ces mots terminés, depuis le portail principal du bataillon, les véhicules tactiques noirs des forces d'intervention de la gendarmerie du corps d'armée déferlèrent dans un nuage de poussière. Les commandos, lourdement armés, encerclèrent rapidement le terrain, pointant leurs armes sur François Dupont et ses 4 fidèles. Les événements se déroulèrent si vite que tous les soldats et cadres du bataillon restèrent figés, bouche bée. François Dupont réalisa alors qu'il avait franchi une ligne de non-retour. Il tomba à genoux, s'apprêtant à ramper pour s'accrocher aux jambes de Viellier. « Mon général, je mérite la mort, j'étais fou. Je vous en supplie, pardonnez-moi pour cette fois. » Mais le regard de Viellier ne se posait plus sur lui, elle se détourna froidement. Les gendarmes se précipitèrent, lui tordirent les bras dans le dos et le menottèrent. L'adjudant-chef, l'officier politique et quelques autres cadres qui résistèrent furent également maîtrisés pour outrage et rébellion. Le cœur du bataillon du col du Tonnerre, où il se proclamait roi, venait d'être arraché en quelques minutes. Dans un coin du terrain, témoin de toute la scène, le soldat de première classe Antoine Morin sentit la chair de poule sur tout son corps. Le fils qui, quelques minutes plus tôt, pleurait impuissant l'humiliation de sa mère, avait disparu. Devant lui se tenait désormais la commandante de dizaines de milliers de soldats, l'incarnation de la justice, qui d'un seul coup d'épée venait de trancher la tête d'un monstre géant. La fierté et l'admiration l'envahirent. Viellier traversa le terrain, se dirigeant vers son fils. Les soldats, tendus, s'écartèrent pour lui laisser le passage. Elle s'arrêta devant Antoine. Bien que son visage fût encore souillé de poussière, son allure était plus majestueuse que celle de quiconque. Elle posa une main légère sur l'épaule de son fils. Par ce simple contact, Antoine put lire tout ce que sa mère ressentait. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Maintenant, maman va tout remettre en ordre. » Elle passa devant Antoine, se tournant vers les soldats pétrifiés. « Soldats, je suis votre commandant de corps d'armée. Je sais que vous avez beaucoup enduré ces derniers temps, mais à partir de maintenant, n'ayez plus peur. L'injustice sera réparée et la vérité éclatera. Quiconque a subi un préjudice ou connaît des agissements répréhensibles, parlez maintenant. Moi, la commandante de ce corps d'armée, je serai votre bouclier. » À sa voix, les soldats restèrent silencieux un moment, puis des sanglots étouffés commencèrent à s'élever. La rancœur et la peur si longtemps refoulées éclatèrent en larmes.
C'est alors qu'Antoine Morin s'avança. Mon général, soldat de première classe Antoine Morin, à vos ordres, parlez. Dans les affaires du sergent Tristan Leblanc, j'ai trouvé un carnet qui contient toute la vérité. Antoine cria d'une voix tremblante, transmettant les dernières volontés de Leblanc. Avant de mourir, le sergent Tristan Leblanc a laissé ce message. Cherchez dans le magasin numéro 2, sous la pile de vieux dossiers. Les yeux de Vielier s'illuminèrent. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. Elle se tourna aussitôt et cria en direction du magasin numéro 2, dont la porte était fermée. Équipe d'inspection, suivez-moi. Ouvrez immédiatement le magasin numéro 2, rassemblez toutes les preuves. Les gendarmes apportèrent une pince Monseigneur et coupèrent le cadenas rouillé. Un grincement métallique sinistre retentit. La porte de l'enfer, fermée depuis des années, s'ouvrit enfin. Ce qui s'en échappa ne fut pas seulement une odeur de moisi et de pourriture, mais aussi les pleurs plaintifs des âmes mortes injustement. Lorsque la porte en fer du magasin numéro 2 s'ouvrit, ce n'est pas seulement de la poussière et une odeur de moisi qui s'en échappèrent. C'était l'histoire de la violence et de l'exploitation qui s'était déroulée pendant des années au bataillon du col du Tonnerre, flottant comme des fantômes. L'intérieur était rempli de ferrailles et d'équipements cassés. Mais dans un coin, des caisses de dossiers sont tassées comme une montagne, apparemment cachées à la hâte sur ordre de François Dupont. Cherchez, trouvez la pile de dossiers dont parlait le sergent Tristan Leblanc, retournez tout. Sous l'ordre de Vielier, l'équipe d'inspection et les gendarmes se mirent en mouvement de manière ordonnée. Le soldat de première classe Antoine Morin se porta volontaire pour participer aux recherches. Il voulait apporter sa contribution aux côtés de sa mère pour mettre fin à cet enfer. Peu de temps après, un gendarme cria « Trouvez, le sol, il y a quelque chose d'anormal ici ». Lorsque les soldats déplacèrent la pile de dossiers, une partie du sol en ciment, recouverte d'une planche de bois de couleur différente du reste, apparut. En soulevant la planche, un petit espace sombre menant à une cave fut révélé. À l'intérieur, une vieille boîte en fer enveloppée de plusieurs couches de plastique imperméable. La boîte de Pandore était enfin découverte. Lorsque la boîte fut remontée et ouverte, tout le monde fut horrifié par son contenu. Il n'y avait pas seulement le journal du sergent Tristan Leblanc, mais des dizaines d'autres carnets et journaux similaires. Tous étaient des récits de la souffrance de soldats anonymes passés par le bataillon du col du Tonnerre. L'un avait conservé une dent cassée lors d'un passage à tabac dans un petit sac en plastique. Un autre avait écrit avec son sang sur une lettre déchirée. Ce n'était pas seulement une unité corrompue, c'était un camp de concentration géant où se déroulaient des chasses à l'homme. Mais la preuve la plus décisive se trouvait au fond de la boîte. Plusieurs clés USB et un disque dur externe. Le commandant Luc Béranger brancha immédiatement une clé USB sur un analyseur portable. Elle était cryptée, mais avec un système de base utilisé dans l'armée, le mot de passe fut rapidement cassé. Une liste de fichiers apparut à l'écran, leur contenu dépassait l'imagination. C'étaient les registres des transactions par lesquelles François Dupont avait détourné pendant des années les vivres, le carburant et le matériel du bataillon pour les revendre illégalement. Les noms des partenaires commerciaux, les numéros de compte et les montants des échanges étaient clairement consignés. L'ampleur de la caisse noire dépassait de loin le niveau d'un commandant de bataillon. Incroyable, murmura le commandant Béranger, ses yeux rivés sur un fichier particulier. Le fichier était nommé liste versement. En l'ouvrant, l'historique des pots de vin réguliers versés par Dupont à ses supérieurs apparut. Et le nom en haut de la liste choqua tout le monde. Le général de division Paul Mercier, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne, supérieur direct de la commandante du corps d'armée Vielier et plus haut responsable du bataillon du col du Tonnerre. La corruption de François Dupont n'était pas un acte isolé, mais une partie d'un réseau tentaculaire impliquant le commandant de la brigade lui-même.
Viellier ferma les yeux un instant. Le fait d'avoir été trahi par le subordonné en qui elle avait confiance et à qui elle avait délégué le commandement lui fit mal jusqu'à l'os, mais elle ne flancha pas. Au contraire, sa détermination à déraciner ce vaste réseau de corruption se renforça. Commandant Béranger sauvegardait immédiatement ses fichiers sur le serveur sécurisé du corps d'armée. Pas un seul bit ne doit être perdu. Compris, mon général. Pendant que le commandant Béranger s'exécutait à la hâte, son regard vacilla légèrement. Il fit semblant de procéder à la sauvegarde, mais jeta un coup d'œil discret autour de lui. Profitant d'un moment où Viellier et le colonel Laurent étaient concentrés sur d'autres preuves, il prit rapidement une photo d'une partie de la liste des pots de vin avec son téléphone personnel. Tout s'était passé si vite que personne ne le remarqua. Mais dans l'ombre, une paire d'yeux avait vu son geste suspect. C'était le soldat de première classe Antoine Morin. Il sentit que le geste du commandant Béranger n'était pas naturel, mais il ne savait pas ce que cela signifiait. Pendant que la collecte des preuves se poursuivait, Viellier sortit et s'approcha des soldats agenouillés. « Levez-vous tous. Vous n'êtes pas des criminels. » Elle regarda chaque soldat dans les yeux et dit « Je ne peux pas comprendre toute la douleur que vous avez endurée, mais je vous promets une chose. Votre témoignage courageux ne sera pas vain. Je traînerai tous les responsables devant la justice et je changerai les choses pour que cette tragédie ne se reproduise plus jamais dans l'armée de notre pays. » Face à sa promesse à la fois maternelle et d'acier, les soldats versèrent à nouveau des larmes. Dans leurs yeux effrayés, une lueur d'espoir commençait à poindre. Quelques soldats prirent courageusement la parole pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Leurs témoignages étaient tout plus horribles les uns que les autres et corroboraient les preuves sorties de la boîte de Pandore. C'est à ce moment-là, mon général, il y a un gros problème. Une voix pressée retentit de l'intérieur du magasin. Viellier se précipita et vit le commandant Béranger, le visage affolé, pointant l'écran de l'ordinateur portable. Tout à l'heure, il y a eu une cyberattaque de l'extérieur. Quelqu'un a tenté d'accéder à distance aux données de cet ordinateur. Le pare-feu a fonctionné et l'a bloqué, mais l'adversaire n'est pas un amateur. Au même moment, l'officier de liaison de Viellier envoya un message urgent par radio. Rapport. Mon général, le commandant de la 27e brigade, le général de division Paul Mercier, vient de demander un appel urgent avec vous. Il proteste vivement contre la situation au bataillon du col du Tonnerre et exige le retrait immédiat de l'équipe d'inspection du corps d'armée. Tout se passa en même temps. Le général Mercier était passé à l'action. Il sentait que ses crimes allaient être exposés et commençait à utiliser sa main invisible pour détruire les preuves et calmer la situation. Le regard de Viellier devint glacial, coupait toutes les communications du bataillon, interdisait tout échange de données avec l'extérieur. À partir de maintenant, ce bataillon est complètement isolé et transmettez ce message au général Mercier. Sans mon autorisation, même un commandant de brigade n'est pas autorisé à entrer dans cette unité. Ce n'était plus une affaire de corruption dans une unité. C'était une guerre entre une commandante de corps d'armée voulant exposer la vérité et une puissante force corrompue voulant la dissimuler. Et, au cœur de cette guerre, la boîte de Pandore venait à peine de commencer à déverser son contenu terrifiant sur le monde. Sur ordre de la générale Hélène Viellier, le bataillon du col du Tonnerre devint une île complètement isolée. Tous les réseaux de communication, filaires et sans fil, furent coupés. Les entrées et sorties de l'unité furent bloquées par la gendarmerie du corps d'armée. La course contre la montre avait commencé. Entre la pression extérieure et le sabotage intérieur, la clé USB et le disque dur contenant les preuves décisives ainsi que l'existence du général de division Paul Mercier, qui était désormais devenu un ennemi, pesaient lourdement sur les épaules de Viellier.
Peut-on retracer l'origine de la cyberattaque? Face à la question de Viellier, un adjudant spécialisé en informatique de l'équipe d'inspection parut embarrassé. L'adversaire a utilisé plusieurs serveurs proxy, donc remonter la piste prendra beaucoup de temps. Mais le dernier signal de connexion enregistré provenait d'une antenne relais près de cette unité. Quelqu'un de l'intérieur, le regard de Viellier balaya les membres de l'équipe d'inspection. Le colonel Philippe Laurent, le commandant Luc Béranger et les deux autres adjudants. Y avait-il un traître parmi eux? Elle se souvint des mots qu'Antoine lui avait murmurés avec précaution. Tout à l'heure, dans le magasin, le commandant Béranger a pris une photo de quelque chose avec son téléphone. Dans la confusion du moment, elle avait ignoré ce détail, mais en y repensant, tout devenait suspect. Cependant, sans preuve, elle ne pouvait pas, sur la seule parole de son fils, accuser un officier talentueux. Pendant ce temps, au quartier général de la 27e brigade, la perte de contact avec le bataillon du col du Tonnerre semait le chaos. Le général de division Paul Mercier faisait les 100 pas dans son bureau comme une bête en cage. Le fait que la commandante du corps d'armée ait mené un raid en personne sur son bataillon et coupé les communications était une déclaration de guerre claire. Il se souvint du court message que le commandant Béranger avait réussi à envoyer avant d'être coupé. Liste des pots de vin trouvés. Il frissonna, une crise qui pourrait tout anéantir. Il y se précipita sur son téléphone. L'appel n'était pas destiné au quartier général du corps d'armée, ni à l'état-major des armées, mais à un de ses protecteurs de longue date au ministère des armées. Ichimercher, le 3 corps d'armée, commet actuellement un abus de pouvoir. La générale Viellier a ignoré les procédures légales et paralysé une unité de combat sur le front. Cette situation pourrait créer une faille grave dans notre défense frontalière. Il déforma habilement la vérité, transformant une affaire de corruption militaire en une crise de sécurité nationale. Il commença à peindre un tableau où la présence de Viellier était une tumeur maligne qui sapait la stabilité de l'armée. À la main invisible commença à bouger, utilisant le pouvoir des médias et de la politique pour faire pression sur Viellier. Comme prévu, peu de temps après, son téléphone satellite sonna. L'appelant était un sous-chef d'état-major des armées. Bien qu'il ne soit pas son supérieur direct, il était en position de transmettre la volonté de l'état-major. Général Viellier, j'ai reçu le rapport sur les événements dans les Alpes. Quoi qu'il en soit, paralyser complètement une unité de combat d'une brigade de première ligne est une mesure excessive. Pour l'instant, retirer l'équipe d'inspection et transférer l'affaire au bureau des enquêtes criminelles. Nous traiterons cela équitablement, selon la procédure. Le ton était doux, mais contenait un avertissement glacial. Ne faites pas de vagues, étouffez l'affaire. Viellier sentit la présence d'un réseau immense à travers le combiné. Mercier n'était pas seul. Le pouvoir qui le protégeait s'étendait comme une toile d'araignée jusqu'au ministère et à l'état-major. Mon général, je comprends vos préoccupations, mais les preuves trouvées ici ne concernent pas seulement la corruption d'une unité, mais un problème grave qui pourrait ébranler les fondations de notre armée. J'engage mon honneur de militaire à mener cette affaire à son terme personnellement. Elle refusa poliment, mais fermement, l'ordre. Au téléphone, la voix froide du sous-chef d'état-major retentit. « Général Viellier, cet entêtement vous nuira. » L'appel fut coupé. Les ponts étaient brûlés. Viellier devait se battre seul contre une organisation gigantesque. Cette nuit-là, une atmosphère tendue comme avant un orage enveloppa le bataillon du col du Tonnerre. La gendarmerie renforça la surveillance. L'équipe d'inspection passa une nuit blanche à analyser les preuves. En particulier, le disque dur externe crypté posait un problème majeur. Il utilise un programme de cryptage civil de haut niveau, complètement différent de nos systèmes militaires. Pour le décrypter, il faudra au moins 48 heures,
sauf si nous avons l'aide d'un supercalculateur, le rapport de l'adjudant informaticien jeta un froid sur tout le monde. 48 heures, pourrait-il tenir jusque-là? Vers 2 heures du matin, alors que tout le monde était épuisé, l'incident se produisit. Tout le bataillon plongea dans l'obscurité, coupure de courant. Le générateur de secours aurait dû se déclencher immédiatement, mais pour une raison inconnue, il ne réagit pas. Merde, ils ont aussi saboté le générateur de secours, jura le colonel Laurent. Et la salle d'analyse temporaire de l'équipe d'inspection devint chaotique. Tout le monde devait se déplacer à la lumière des lampes de poche et des téléphones. Protéger les preuves. Garder le disque dur externe. Dès que Vielier cria, le bruit de vitres brisées retentit. 3-4 silhouettes masquées en noir firent irruption par la fenêtre, armées de poignards de combat et de matraques. Ce n'étaient pas des soldats ni des cadres. C'étaient des nettoyeurs que Mercier avait engagés à l'extérieur. Ah, un gendarme fut mis à terre par un coup de matraque. Les voyous n'avaient qu'une seule cible, l'ordinateur portable et le disque dur externe contenant les preuves. Ces salauds. Le colonel Laurent et les gendarmes leur barrèrent la route, mais dans l'obscurité, l'attaque surprise les désavantageait. Le commandant Luc Béranger, terrifié, se cacha sous une table. Dans ce chaos, Vielier garda son calme. Elle désarma un agresseur proche d'une prise, s'emparant de son poignard. Son corps entraîné pendant des décennies n'avait rien à envier à celui d'un commando en service actif. Elle frappa agilement le flanc d'un autre et cria « Antoine, prends le disque et recule ». Antoine Morin, qui aidait sa mère dans un coin de la pièce, reprit ses esprits. Il n'hésita pas et s'empara de l'ordinateur portable auquel était connecté le disque dur. À cet instant, le commandant Luc Béranger, caché sous la table, se releva brusquement. Il fit semblant de barrer la route à Antoine, mais lui fit habilement un croche-pied. Oh! Antoine tomba lourdement, laissant tomber l'ordinateur. L'ordinateur heurta le sol, le disque dur externe fut éjecté et vola dans l'obscurité. « Trouvez-le, trouvez ce disque dur !» cria l'un d'eux. Alors que tout était plongé dans le noir et le chaos, la porte de la salle d'analyse fut défoncée. Une personne entra, une lampe de poche éclairant son visage. C'était l'adjudant-chef, un fidèle de François Dupont. On ne savait comment il avait été libéré. Il tenait un extincteur. Avec un sourire cruel, il leva l'extincteur, visant le disque dur qui gisait sur le sol. Finissons-en avec tout ça. Non, cria désespérément Antoine Morin. Au moment où l'adjudant allait frapper, un coup de feu assourdissant retentit, déchirant les ténèbres. Tout mouvement s'arrêta. Le coup de feu provenait de la direction où se tenait Vielier. Elle tenait le pistolet d'un gendarme tombé au sol. Une fumée blanche s'échappant du canon, pointait précisément sur l'extincteur dans les mains de l'adjudant. Le coup de feu, assourdissant, déchira les ténèbres et le chaos. Instantanément, tout mouvement sur terre sembla s'arrêter. Le souffle haletant des agresseurs, les gémissements des gendarmes, le bruissement des papiers tombant, tout fut comme figé dans une image. L'adjudant-chef poussa un cri d'horreur et lâcha l'extincteur. La balle de Vielier ne l'avait pas touché. Au lieu de cela, elle avait transpercé et détruit la poignée de l'extincteur qu'il tenait en l'air. L'impact de la balle déchira l'acier, lui brisant les os de la main, et la pression interne, devenue insoutenable, projeta une colonne de poudre blanche qui enveloppa toute la pièce dans l'obscurité. Une démonstration de tir précise et écrasante. Les voyous étaient pétrifiés. Ils pensaient que ce serait une mission facile, consistant à maîtriser une fonctionnaire fragile et quelques officiers administratifs. Mais dans l'obscurité, les yeux de cette femme brillaient, froids comme ceux du diable, dégageant une aura meurtrière terrifiante. La femme, dont ils avaient tiré les cheveux quelques heures plus tôt, se tenait là, une arme à la main, majestueuse comme une déesse de la guerre.
Ce silence de mort fut rompu par le colonel Philippe Laurent. Maintenant, attrapez-les tous. Ne manquant pas l'occasion décisive que Vieillier venait de créer, le colonel Laurent et les gendarmes, ayant repris leurs esprits, se jetèrent sur les agresseurs désorientés. Une lutte féroce reprit dans le noir, mais l'avantage avait changé de camp. Les voyous, paniqués par la contre-attaque soudaine, ne purent résister efficacement. Peu après, les renforts arrivèrent de l'extérieur et la situation fut entièrement maîtrisée. Un cliquetis retentit, les lumières de secours s'allumèrent les unes après les autres, et peu après, tout le système électrique du bataillon fut rétabli. La salle d'analyse, de nouveau éclairée, était un champ de bataille. Tables et chaises renversées, papiers éparpillés et sur le sol, de la poudre blanche d'extincteur et du sang. Au milieu de cette scène, les voyous maîtrisés et l'adjudant-chef blessé gémissaient sur le sol. Alors que tout le monde poussait un soupir de soulagement, Antoine Morin regardait ailleurs. Son regard était fixé sur le commandant Luc Béranger, qui se relevait maladroitement de sous la table. Pendant que tout le monde se battait, qu'avait-il fait? Antoine ne pouvait oublier la sensation du pied du commandant Béranger lui faisant délibérément un croche-pied. Le disque dur, cria quelqu'un. Tous les regards se tournèrent vers le sol. Le disque dur externe qu'Antoine avait fait tomber avait, par chance, atterri sur une pile de dossiers et semblait intact. « Laissez-moi le prendre. » Le premier à réagir fut le commandant Luc Béranger. Il se précipita comme un héros, ramassa le disque dur, l'épousseta, s'approcha de Vieillier et salua. « Rapport, mon général. Heureusement, la preuve est saine et sauve. Je vais la conserver précieusement. » Son air loyal rassura le colonel Laurent et les autres. Mais Vieillier le regarda en silence, son regard semblant transpercer son âme. C'est alors qu'Antoine Morin s'approcha et lui murmura à l'oreille « Maman, c'est le commandant Béranger. C'est lui qui m'a fait un croche-pied tout à l'heure. » Et quand il a ramassé le disque, j'ai vu un geste étrange dans sa paume. Les sourcils de Vieillier se froncèrent légèrement. Elle tendit la main devant le commandant Béranger. « Vous avez bien travaillé, commandant Béranger. Donnez-le-moi. Ce n'est rien, mon général. Laissez-moi. J'ai dit, donnez-le-moi. » Face à son ordre péremptoire, Béranger lui tendit le disque à contre-cœur. À peine l'eut-elle pris qu'elle appela l'adjudant informaticien. Vérifier l'état des données. Sont-elles endommagées? L'adjudant brancha immédiatement le disque sur l'analyseur, mais un instant plus tard, son visage devint livide. « Mon général, c'est impossible. »« Quoi ? Le champ magnétique du disque a été gravement endommagé, comme s'il avait été en contact avec un aimant extrêmement puissant. Il est très probable que toutes les données à l'intérieur aient été détruites. » Cette annonce glaça à nouveau l'atmosphère de la pièce. La preuve décisive qu'ils avaient risqué leur vie pour protéger était, en un instant, devenue inutile. Le colonel Laurent, stupéfait, se tourna vers le commandant Béranger. « Commandant Béranger, qu'avez-vous fait, au juste ?» Béranger sursauta et cria comme s'il était accusé à tort. « Je n'ai rien fait, ce doit être pendant la lutte, le disque a dû être heurté, c'est pour ça. Comment aurais-je pu faire une chose pareille ?» Il niait avec véhémence, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Vieillier regarda silencieusement la poche de sa veste d'uniforme, puis fit un signe de tête à un gendarme. Celui-ci s'approcha, fouilla sa poche et en sortit un objet rond et noir de la taille de la paume de la main. C'était un démagnétiseur portable, un appareil utilisant un champ magnétique puissant pour détruire de manière permanente les données sur les supports de stockage. « Qu'est-ce que c'est que ça, commandant Béranger ?»« C'est l'aimant de mon support de téléphone. C'est un malentendu. » Un expert de l'intendance qui transporte un appareil civil inutile et pendant une mission d'inspection où la sécurité est primordiale, la voix de Vieillier était glaciale. «
plus besoin de preuves. Le témoignage de son fils, le disque dur endommagé et la pièce à conviction trouvée dans sa poche. Tout pointait vers une seule vérité, c'est toi. Depuis le début, c'est toi qui as informé le général Mercier et qui nous a poignardés dans le dos. Le visage de Béranger se décomposa. Il tomba à genoux. Mon général, ce n'est vraiment pas moi. S'il vous plaît, croyez-moi, je ne veux plus rien entendre. Vielier se détourna froidement. Bien que son cœur brûlât de la trahison, elle ne laissa paraître aucune émotion personnelle. Arrêtez le commandant Luc Béranger pour complot et espionnage. Faites-lui avouer tout ce qu'il sait sur ses liens avec Mercier. À partir de maintenant, tous les membres de l'équipe d'inspection opéreront sous surveillance mutuelle. Aucun autre traître ne sera toléré. L'identité du traître était révélée, mais la situation était au pire. La preuve la plus décisive semblait avoir été détruite. À ce moment, l'adjudant informaticien, le visage désespéré, regardant son ordinateur, prit la parole avec précaution. « Mon général, tout n'est pas perdu. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Comme les dommages sont magnétiques et non physiques, si nous utilisons l'équipement de récupération de pointe de la direction de la cyberdéfense du corps d'armée, il y a une chance de sauver une partie des données. C'est une chance infime, mais ça vaut la peine d'essayer. Ces mots furent comme une petite étincelle dans la nuit noire. Les yeux de Vielier s'illuminèrent de nouveau. Bin. À partir de maintenant, notre seule mission est de ramener ce disque dur au quartier général du corps d'armée, sain et sauf à tout prix. Mais devant eux se dressait un mur gigantesque du nom du général de division Paul Mercier, qui allait désormais lancer toutes ses forces contre eux. L'ombre de la trahison était passée, mais une tempête bien plus grande approchait. L'acte de trahison et la tentative de destruction de preuves du commandant Luc Béranger furent comme un dernier avertissement pour le général de division Paul Mercier. Il n'avait plus le choix. Au moment où la générale Hélène Vielier quitterait l'unité avec le disque dur endommagé, ce n'est pas seulement sa carrière militaire, mais sa vie entière qui prendrait fin. Acculée, la bête sauvage devient la plus féroce. Tôt le lendemain matin, avant même l'aube, le bataillon du col du Tonnerre fut complètement encerclé. Le général Mercier était finalement passé à l'acte. Sous le prétexte que l'unité avait été infiltrée par des individus non identifiés et armés, créant une menace pour la sécurité, il avait déployé les bataillons de reconnaissance et d'intervention de sa brigade pour bloquer toutes les routes menant au bataillon. Même l'espace aérien au-dessus de l'unité était contrôlé, interdisant l'approche de tout hélicoptère. Une situation de confrontation sans précédent dans l'histoire de l'armée se produisait. L'équipe d'inspection du corps d'armée était assiégée par les forces d'une brigade subordonnée. C'était clairement un acte d'insubordination grave, proche d'une mutinerie. Mercier apparut sur un véhicule de commandement équipé de haut-parleurs, en première ligne du siège. Général Hélène Vielier, à l'intérieur, écoutez-moi. En tant que commandant de brigade, je ne peux ignorer votre abus de pouvoir qui déstabilise ma zone de responsabilité et met mes subordonnés en danger. Cessez immédiatement toute inspection et remettez tous les documents saisis à la prévôté de la brigade. Sinon, nous vous considérerons comme des ennemis menaçant la sécurité et serons contraints d'utiliser la force. Il renversa habilement la situation, transformant la commandante de corps d'armée, enquêtant sur la corruption, en une ennemie de la sécurité pour légitimer sa rébellion. Dans la salle de commandement du bataillon du col du Tonnerre, l'atmosphère était lourde comme du plomb. Par la fenêtre, on pouvait voir les équipements lourds des forces de la brigade pointés sur eux. Le colonel Philippe Lourd rapporta d'une voix sourde. « Rapport, mon général. Les communications avec l'extérieur sont toujours coupées. Nos forces se limitent à une section d'intervention de la gendarmerie. En cas de confrontation directe, nous n'avons aucune chance.
Le désespoir se lisait sur tous les visages. La vérité allait-elle être enterrée si vainement? Vielier resta silencieuse, les yeux fixés sur une carte. Dans sa tête, tout fonctionnait plus vite et plus froidement que jamais. Se rendre était impossible. Si elle échouait ici, la mort du sergent Tristan Leblanc et d'innombrables autres victimes n'auraient servi à rien, et l'armée française resterait à jamais embourbée dans la corruption. Elle releva la tête et regarda les membres de son équipe avec un air déterminé. « Nous ne nous rendrons pas et nous ne mourrons pas ici. » Elle pointa la carte et dit « Pendant que les yeux de l'ennemi sont fixés sur nous, nous devons aller là où ils ne s'attendent pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît mieux le terrain de cette région que moi ?» À ce moment-là, le soldat de première classe Antoine Morin, qui se tenait silencieusement, s'avança. « Rapport, je connais un endroit. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il y a un passage secret connu des soldats de l'unité. C'est un tunnel tactique d'urgence construit pendant la guerre froide pour parer aux attaques surprises. Il est maintenant fermé et ne figure sur aucune carte, mais il suit le flanc de la montagne et débouche sur la zone frontalière extérieure. Avec quelques anciens, on y est allé pour se faire peur quelquefois. C'était une lueur d'espoir. Les yeux de Vielier brillèrent. Quel est l'état du tunnel? Est-il praticable? Il y a quelques éboulements et beaucoup de chauves-souris et d'insectes. C'est assez dangereux. Mais en étant prudent, on peut tout à fait passer. Le plan d'action fut élaboré en un clin d'œil. Vielier prit une décision d'acier. Bien, début de l'opération Le Renard et la Bélette. Et elle commença à expliquer son plan à l'équipe. C'était un pari audacieux et dangereux, jouant sur les faiblesses de chacun. 1. Je vais faire semblant d'accepter une partie des demandes de Mercier et tenter de négocier avec lui. Je me rendrai personnellement à la ligne de siège pour attirer son attention. 2. Pendant ce temps, une équipe d'exfiltration réduite, composée du colonel Laurent et d'Antoine, empruntera le tunnel pour quitter l'unité. Leur seule mission est de transporter le disque dur endommagé jusqu'au quartier général du corps d'armée. 3. Pour leur faire gagner du temps, le reste des forces de gendarmerie mènera des opérations de diversion à l'intérieur de l'unité. Le colonel Laurent protesta immédiatement. « Mon général, impossible. Vous laisser seul dans un endroit aussi dangereux et trop risqué. Je resterai. C'est un ordre, colonel Laurent. » La voix de Vielier était sans appel. « Ce que Mercier vise, c'est moi et ce disque dur. Je dois servir d'appât pour que vous ayez une chance de sortir. Votre mission n'est pas de protéger votre commandante, mais de protéger la vérité. Et le cœur de cette opération, le soldat de première classe Antoine Morin, sera vos yeux et vos jambes. » Elle regarda son fils. Dans ses yeux, au-delà de la peur, il y avait une confiance inébranlable en sa mère. Elle lui serra l'épaule. « Mon fils. »« Non, soldat de première classe Antoine Morin, je te confie la mission la plus importante. Tu peux le faire? »« Oui, maman. »« Non, oui. Mon général, je jure sur ma vie d'accomplir cette mission. » L'opération commença immédiatement. Vielier, sans armes, monta dans un véhicule de commandement et s'avança lentement vers la ligne de siège où Mercier attendait. Tous les regards des forces de la brigade étaient tournés vers son véhicule. Mercier pensa qu'elle venait enfin se rendre et esquissa un sourire victorieux. Au même moment, dans la forêt derrière l'unité, l'équipe d'exfiltration composée du colonel Laurent, d'Antoine Morin et de l'adjudant informaticien et de 2 gendarmes armés se tenait devant l'entrée du vieux tunnel. L'entrée, recouverte de lianes et de mauvaises herbes, ressemblait à la gueule d'un monstre menant aux enfers. Antoine alluma sa lampe de poche, éclairant l'obscurité, et dit « Je passe devant. Suivez-moi. » Le colonel Laurent regarda la silhouette de sa commandante s'avançant seule vers l'ennemi, puis celle de son fils entrant sans hésiter dans les ténèbres. Lien du sang, mais une détermination plus dure que l'acier. Allons-y, notre succès.
est le seul moyen de sauver la générale. L'équipe d'exfiltration plongea dans l'obscurité totale. La décision de fer de la Dame de Fer s'apprêtait à allumer la plus brillante des flammes depuis le plus sombre des lieux. Le véhicule de commandement de Vielier s'arrêta au milieu du siège formé par les forces de la brigade, déployé comme un serpent géant. Quand la porte s'ouvrit et qu'elle descendit seule, tout le bruit ambiant sembla s'éteindre. Des centaines de soldats retinrent leur souffle en regardant la femme générale, non armée, s'avancer vers eux. Dans leurs yeux, au-delà de la méfiance, il y avait aussi du respect. Le général de division Paul Mercier descendit de son propre véhicule de commandement, l'accueillant avec un air triomphant. Il avait anticipé sa victoire. Vous prenez enfin une décision sage, ma générale. Une résistance inutile n'apporte que du malheur à tout le monde. Général Mercier, la voix de Vielier était calme mais si froide qu'elle semblait geler l'air. Vous avez franchi une ligne de non-retour. Un commandant de brigade qui encercle et menace son commandant de corps d'armée, une unité supérieure. Savez-vous, selon le code de justice militaire, quel crime cela constitue? Moi? Au contraire, c'est vous, ma générale, qui semez le désordre dans l'armée et menacez la sécurité nationale. Je ne fais que me défendre légitimement pour protéger mes subordonnés et mon secteur. Mercier, répondit avec arrogance. Son regard se porta derrière Vielier, vers la preuve qu'il pensait qu'elle avait apportée. Et donnez-moi la preuve et j'essaierai de régler les choses à l'amiable. Régler à l'amiable, Vielier esquissa un léger sourire. Très bien, j'accepte de négocier, mais à une condition. Retirez toutes vos forces d'ici et garantissez un passage sûr pour moi et mon équipe d'inspection. Dès mon retour au quartier général, je transférerai officiellement tous les documents à l'état-major des armées. Bien sûr, je ne peux pas garantir comment le nom du général sera consigné dedans. Elle gagnait habilement du temps et le sondait. Son attitude confiante déconcerta un peu Mercier. D'où venait cette assurance? Avait-elle un atout qu'il ignorait? Pendant qu'il hésitait, le temps filait en faveur de l'équipe d'exfiltration. Et au même moment, cette équipe luttait dans l'obscurité du tunnel tactique. Dans le noir total, il ne pouvait compter que sur le faisceau de la lampe de poche d'Antoine Mourin et le son de leur respiration allaitante. L'air était humide et glacial, des gouttes d'eau suintaient des parois et des bruits de frottement de créatures non identifiées se faisaient entendre sous leurs pieds. Un environnement insupportable pour un claustrophobe. Tonchen, les plafonds es fragileici. L'avertissement d'Antoine, en tête, fit que tout le monde se baissa et avança prudemment. L'adjudant informaticien serrait le sac contenant le disque dur comme sa propre vie. Il pensait que ce petit appareil contenait l'injustice subie par les soldats morts et l'avenir de toute l'armée. Après un temps indéterminé, un énorme tas de terre et de rochers leur bloqua le passage. Une partie du tunnel s'était complètement effondrée. « Merde, c'est bloqué !» cria un gendarme désespéré. Le visage du colonel Laurent se durcit également. Faire demi-tour était trop tard, et s'il restait bloqué ici, qui sait ce qui arriverait à la générale. C'est alors qu'Antoine regarda attentivement le haut de l'éboulement. Non, ce n'est pas complètement bloqué. Il y a une petite fissure en haut. Si on dégage un peu de terre, on peut créer un passage pour une personne. Il n'y avait pas de temps à perdre. Ils se mirent à creuser frénétiquement la terre avec leurs mains et leurs pelles de campagne. Les ongles se cassaient, les paumes saignaient, mais personne ne s'arrêta. Finalement, un trou juste assez grand pour qu'un homme adulte puisse passer fut créé. Je passe en premier pour vérifier la sécurité, ensuite on fera passer la preuve, puis vous passerez un par un. Le colonel Laurent fut le premier à se glisser dans l'étroite ouverture. Pendant que leur évasion désespérée se poursuivait, la situation à la surface changea brusquement.
un message urgent parvint à la radio de Mercier qui faisait face à Vielier. C'était un message secret du commandant Luc Béranger. En détention, il avait réussi à tromper son garde et à envoyer un court message. Piège. L'heure. La vérité, c'est le tunnel. Tunnel de la Crête Blanche. En lisant le message, le visage de Mercier devint rouge de fureur. Il réalisa qu'il avait été parfaitement joué par cette femme. Salope de renarde, hurla-t-il en direction de Vielier. La comédie est terminée. Arrêtez-moi cette femme. Une équipe de reconnaissance immédiatement à la sortie du tunnel de la Crête Blanche. Pas une seule souris ne doit s'en sortir vivante. L'ordre fut donné. Les soldats pointèrent leurs armes sur Vielier, resserrant le cercle. Mais Vielier ne paniqua pas. Au contraire, un léger sourire flotta sur ses lèvres. Il a enfin mordu à l'hameçon. Son véritable objectif était de retenir les forces principales de Mercier ici, jusqu'à ce que l'équipe d'exfiltration soit complètement sortie du tunnel. Elle activa un petit émetteur de signal qu'elle avait caché sur elle. Pendant ce temps, l'équipe d'exfiltration, ignorant tout, approchait de la sortie, puisant dans ses dernières forces. Au loin, au bout du tunnel, une lueur commença à apparaître. On y est presque, s'écria joyeusement Antoine. Il sortait de l'enfer obscur et se tenait enfin devant la sortie où la lumière affluait. Bien qu'épuisé, le soulagement d'avoir accompli leur mission fit sourire tout le monde. Ils sortirent du tunnel, dans une petite clairière en forêt. Mais ce qui les accueillit ne fut pas l'air de la liberté. Clic, clic, clic. Le son métallique et glacial de dizaines de canons s'armant simultanément, pointait sur eux. Les commandos de reconnaissance de la brigade s'étaient camouflés dans les arbres et les buissons environnants, les encerclant parfaitement. À leur tête, le général de division Paul Mercier, un pistolet à la main, arborait un sourire diabolique. « Bienvenue, petite souris, je savais que vous viendriez et je vous attendais. » L'espoir se transforma en désespoir en un instant. L'évasion désespérée s'était terminée entre les mains de l'ennemi. Le colonel Philippe Laurent et Antoine Morin se regardèrent, le visage défait. La petite flamme qui brillait dans l'obscurité semblait avoir été éteinte impuissamment par une obscurité plus grande encore. L'atmosphère dans la clairière à la sortie du tunnel était glaciale comme la mort. Le froid qui émanait des dizaines de canons semblait leur couper la peau. Antoine Morin, le colonel Philippe Laurent et l'équipe d'exfiltration étaient complètement piégés. La sortie, qu'ils pensaient être une lueur d'espoir, était en fait l'entrée d'un piège savamment tendu. Le général de division Paul Mercier s'approcha d'eux avec le sourire suffisant du vainqueur. Il fit un signe de tête en direction du sac que le colonel Laurent serrait contre lui. « Tu t'es bien donné du mal, colonel Laurent. Me livrer en personne cette précieuse marchandise. Quelle loyauté admirable !» Il fit un clin d'œil à un officier de reconnaissance à ses côtés. Celui-ci s'approcha, arracha violemment le sac et le tendit à Mercier. Il en sortit le disque dur externe, le faisant se balancer comme s'il admirait un trophée. Juste pour ce petit morceau de ferraille, ma carrière de 20 ans a failli être foutue. Cette sorcière de vieillier voulait m'étrangler avec ça. Il rit avec mépris, jeta le disque dur au sol et s'apprêta à l'écraser avec sa rangée. « Non !» cria le colonel Laurent en tentant de se précipiter, mais il fut stoppé par la crosse d'un fusil. À ce moment, Antoine Morin, le visage ensanglanté, regarda Mercier droit dans les yeux et hurla « Un homme comme vous qui porte cet uniforme, c'est une honte pour l'armée française. Vous n'êtes pas un soldat, vous n'êtes qu'un parasite qui ronge notre pays. » Ah, le petit merdeux, un dernier aboiement avant de mourir. Mercier gifla violemment Antoine. Le sang coula de nouveau du coin de sa bouche, mais son regard ne faiblit pas. Au contraire, il brûlait encore plus fort. « Très bien,
je vais vous accorder une dernière faveur. Vous serez reconnu comme étant mort héroïquement lors d'une embuscade ennemie. C'est un honneur, non? Mercier sortit son pistolet et le pointa lentement sur le front d'Antoine. Les yeux du colonel Laurent étaient remplis de désespoir. Tout allait-il se terminer ainsi? À cet instant précis, le cou d'un soldat de reconnaissance qui gardait les arrières de Mercier fut saisi par un bras sombre venu de derrière et il fut silencieusement tiré dans l'ombre. Un bref craque retentit. Ce fut le début de toutes les zones d'ombre de la forêt environnante. Des fantômes noirs commencèrent à apparaître. Ils ne faisaient aucun bruit, ne laissaient aucune trace, approchant les soldats d'élite de Mercier, utilisant des poignards et des techniques de combat à main nue pour les neutraliser en un clin d'œil. Une embuscade parfaite, sans un coup de feu, sans un cri. Mercier sentit que quelque chose n'allait pas, mais quand il réalisa la situation, il était trop tard. Plus de la moitié de ses forces avaient été neutralisées. Le reste était encerclé par des hommes en uniforme noir, sortis de nulle part. Sur leur écusson d'épaule, l'insigne du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, unité des forces spéciales relevant du 3 corps d'armée, était clairement visible. « Bougez pas ou vous êtes morts. Tout le monde, jetez vos armes. » Le maître de la forêt avait changé en un instant. Mercier, paniqué, eut le réflexe d'appuyer sur la détente en direction d'Antoine, mais un choc violent à son poignet fit partir son arme en l'air. C'était une balle en caoutchouc tirée par un tireur d'élite des forces spéciales. Ah, alors que Mercier hurlait en se tenant le poignet, un homme sortit lentement de la forêt. C'était le chef de corps du régiment, le colonel Bruno Martel. Il s'approcha de Mercier, le regarda de haut avec mépris et dit « Sur ordre de la générale Hélène Vielier, commandante du 3 corps d'armée, nous procédons à l'arrestation sur le champ du général de division Paul Mercier, meneur de cette mutinerie. Vielier, murmura Mercier, incrédule. Au même moment, le bruit des pales d'un hélicoptère déchira le ciel. Tout le monde leva la tête. Un hélicoptère de combat géant apparut, éclairant la scène de son projecteur, et des soldats en noir commencèrent à descendre en rappel. C'étaient les forces d'intervention de la gendarmerie du corps d'armée. Un instant plus tard, l'hélicoptère atterrit, la porte s'ouvrit. La personne qui en descendit n'était autre que la générale Hélène Vielier, celle qu'il croyait être sa prisonnière quelques minutes plus tôt. Elle portait un treillis de combat sali de terre, mais son allure était aussi majestueuse que celle d'une déesse de la guerre revenant victorieuse. Derrière elle, les forces de gendarmerie du corps d'armée, qui avaient entièrement repris le contrôle du bataillon, se tenaient en rang impeccable. La chasse au renard est terminée. Mercier, déclara Vielier d'une voix glaciale. Le visage de Mercier se tordit de stupeur et d'incrédulité. Comment est-ce possible? Tu étais clairement dans mon piège. Ce que je visais depuis le début, ce n'était pas le disque dur, c'était toi. Vielier pointa sa montre. Ce n'était pas une montre ordinaire. C'était un appareil spécial réservé aux commandants de corps d'armée, intégrant une fonction de communication satellite et d'émission de signal d'urgence. Quand tu as encerclé le bataillon, j'ai déjà donné l'ordre de déploiement aux forces spéciales et envoyé les coordonnées complètes de cet endroit. Pendant que je faisais semblant de négocier pour gagner du temps, les commandos ont infiltré toute cette zone montagneuse et se sont préparés à traquer tes forces. L'équipe d'exfiltration n'était qu'un leurre pour t'attirer ici et j'étais le leurre pour que tu achèves ton acte de mutinerie. Elle sortit un petit enregistreur. Toutes tes menaces, tes intentions de tuer mes subordonnés, tout a été enregistré ici. Maintenant, ton crime n'est plus seulement la corruption et l'abus de pouvoir, mais la mutinerie, la menace à la sécurité nationale, c'est-à-dire la haute trahison. Tout n'était qu'une grande pièce de théâtre qui s'était déroulée dans la paume de sa main. Mercier avait complètement perdu.
Il éclata d'un rire dément, puis se jeta soudainement vers le disque dur au sol, une dernière tentative désespérée pour détruire la preuve. Mais avant que son pied ne puisse l'atteindre, quelqu'un lui barra la route. C'était son fils, Antoine Morin. Son corps était couvert de blessures, mais son regard était plus solide que jamais. Votre règne se termine ici. Au même moment, les commandos se précipitèrent et maîtrisèrent complètement Mercier. Son royaume long et sordide s'était effondré lamentablement face au courage d'un soldat et à l'intelligence d'une commandante. Mais l'affaire fit grand bruit. Sous la direction de la commandante du corps d'armée, les données du disque dur endommagé furent en grande partie récupérées grâce aux efforts de la direction de la cyberdéfense. Les noms qui y figuraient firent trembler toute l'armée. En commençant par le général Mercier et le commandant Dupont, un vaste réseau de corruption impliquant l'état-major des armées et le ministère des armées fut mis au jour. Des dizaines de généraux et d'officiers durent quitter leur uniforme et répondre de leurs actes devant la justice. Ce fut la plus grande purge de l'histoire de l'armée. Le bataillon du col du Tonnerre fut dissous et entièrement reconstitué. Sous un nouveau commandement, les soldats n'avaient plus à vivre dans la peur. Ils se considéraient comme des frères d'armes et pouvaient accomplir sereinement leur devoir de protéger la nation. Quelques jours plus tard, sur le terrain de sport du bataillon, une cérémonie d'hommage fut organisée pour le sergent Tristan Leblanc et les autres victimes anonymes. Pour lire l'éloge funèbre, la générale Hélène Viellier portait un treillis de combat sans grade. Elle ne s'exprimait pas en tant que commandante de corps d'armée, mais en tant que soldat, en tant que mère, faisant ses adieux à ses enfants partis trop tôt. Sa voix était empreinte de tristesse. Aujourd'hui, nous disons adieu à des camarades, à des enfants que nous n'avons pas su protéger. Pour que leur sacrifice ne soit pas vain, pour que sur cette terre il n'y ait plus de place pour des démons en uniforme, notre armée renaîtra à partir d'aujourd'hui. J'espère que là-haut, vous reposerez en paix sans plus de douleur. Une larme chaude coula sur sa joue. C'était la première larme de la Dame de Fer. Cette larme s'imprégna dans la terre ensanglantée du bataillon du col du Tonnerre et émut le cœur de tous les cadres et soldats présents. Après la cérémonie, Viellier s'approcha de son fils, Antoine Morin, qui l'attendait dans un coin. Un silence timide s'installa. Elle posa la main sur son épaule. « Ça va, maman ?» demanda Antoine en premier. Viellier regarda son fils longuement, puis sourit légèrement. « Tu es devenu un excellent soldat, première classe Antoine Morin. » C'était le plus grand compliment qu'une mère puisse faire à son fils et qu'une chef puisse faire à son subordonné. Les yeux d'Antoine rougirent. « J'ai appris de vous, mon général. » Ils ne dirent plus un mot. Mais dans leur regard, ils virent une confiance, un respect plus profond que les liens du sang et l'amour le plus fort qui soit. Sur le terrain de sport baigné par le crépuscule, le drapeau symbolisant un nouvel espoir flottait fièrement. La petite flamme qui vacillait dans l'obscurité était finalement devenue un immense brasier qui avait consumé le mal, et les larmes versées dans le bataillon du crime avaient enfin retrouvé le vrai sens de l'honneur et du courage. Un pas vers la vérité avait réécrit l'histoire de l'armée de terre française.